Bonjour, bienvenue sur Ciné Sensei, voici les sorties de la semaine. Donc, les sorties de la semaine, le principe il est simple, je te donne une sélection des films ou des séries ou des films d'animation que j'ai regardés. Voilà, on va revenir aujourd'hui sur deux films d'animation que j'ai regardés et 3 films live, enfin des films normaux. Il n'y aura pas de série parce que j'ai fait ma nouvelle émission, j'espère que tu as jeté un coup d'œil avant de venir, qui s'appelle les meilleures séries au monde, et du coup je parle de Cobra Kai, c'est un spécial Cobra Kai, donc j'espère que tu es parti voir et que tu m'as mis un petit commentaire ou tu m'as mis un pouce bleu. C'est le nouveau concept en fait, il faut que tu mets un pouce en l'air si tu approuves ou un pouce en bas si tu es en désaccord tout simplement, si t'aimes ou si t'aimes pas. Donc voilà pour les petites présentations. Allez, générique, être passionné c'est être fan. Allez, générique, c'est parti. Donc aujourd'hui, alors comme je t'ai dit, je vais te parler de 2 films d'animation qui ont en gros 2 suites qui sont sortis récemment sur Netflix. Ils s'appellent Stand By Me, en gros français c'est Doraemon et moi. Donc c'est simple, c'est un film d'animation japonais réalisé par Takashi Yamazaki, sorti le 8 août 2014. Il s'agit du 35e film tiré du manga Doraemon. Le film est diffusé en 59 pays et en provinces du monde. Le film a été projeté en Italie le 6 novembre 2014 et également en affiche en Espagne, en Amérique latine, ainsi qu'en Indonésie. Dans d'autres pays projettent le film en 2015, notamment la Chine et la France. Alors l'histoire, c'est simple, c'est Nobita Nobi est un garçon japonais de 10 ans, un enfant assez feignant, très maladroit et surtout extrêmement malchanceux. Il accumule les mauvais résultats scolaires et aussi bien les matières principales qu'en éducation physique. Il entretient des relations fragiles avec ses amis, cependant une nuit Doraemon, un mystérieux robot en forme de chat bleu débarque dans sa chambre, accompagné d'un autre enfant qui n'est autre que l'arrière-petit-fils de Nobita. Ils viennent tous les deux du 22e siècle, et où les descendants de Nobita doivent encore payer les dettes qu'il a accumulées par incompétence. La mission de Doraemon est d'aider Nobita à éviter un futur effroyable parsemé d'échecs et de gaffes, ainsi qu'un mariage regrettable. Pour faciliter la tâche, Doraemon a emmené avec lui une panoplie de gadgets futuristes rangés dans sa poche à 4 dimensions que Nobita pourra utiliser en cas de force majeure. Mais Doraemon ignore encore que le travail qui l'attend n'est pas de tout repos. En effet, Nobita est très têtu et abuse souvent des gadgets qui sont à sa disposition. Donc voilà pour le synopsis. Maintenant, je te fais ma critique. Donc, alors, la critique est simple. Donc, c'est un très beau film d'animation qui est sorti récemment. Je crois qu'il est sorti le 24 ou le 23 décembre sur Netflix. Donc, du coup, je l'ai regardé d'abord le premier, qui dure à peu près 1h30, un truc dans le genre. Enfin, bref, un peu plus. Le film est sympa, les animations sont sympas. Donc, du coup, Doraemon, je connaissais pas du tout. C'était la mascotte du Japon pour les Jeux Olympiques, je crois. Il faisait partie des mascottes pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Et du coup, j'ai regardé, je trouvais ça assez joli, assez sympa, et puis du coup, c'est un très très bon film d'animation qu'on peut regarder en famille, avec les amis, ou juste par curiosité. Bon, l'histoire, le petit garçon est un peu chiant, t'as envie d'un peu de le gifler, mais après, c'est l'histoire, c'est l'ambiance, et franchement, c'est plutôt joli, et voilà, et du coup, on va passer direct au deuxième film d'animation, qui est bien sûr Stand By Me 2, Doraemon 2. Donc, Stand By Me 2, toujours réalisé par Takashi Yamazaki. Scénario, c'est Takashi Yamazaki, Wasabi Uesuta et Megumi Ora, acteurs principaux. Société de production, c'est Abe Shuji et TV Asahi, que tu dois connaître un peu parce qu'il a fait pas mal de mangas. Pardon, excusez-moi. Donc la Doraemon 2 est un film japonais d'animation 3D réalisé par Ryoichi Yagi et Takashi Yamazaki, sorti en 2020. Donc le synopsis tout simplement est simple, c'est Nobita découvre un vieil ours en peluche que sa grand-mère lui a offert et décide de remonter le temps pour la rencontrer. Du coup, c'est la suite directe du premier film qui est aussi disponible sur Netflix, et du coup, je vais te faire la critique de suite. Donc c'est la suite directe du premier film qui s'appelle Doraemon 2 et moi, enfin Doraemon et moi 2, où
Stand By Me 2, comme tu préfères. Donc ça reprend direct à la fin du premier film, où Doraemon reste avec le héros, qui s'appelle Nobita. Du coup, il veut rencontrer sa grand-mère parce que sa grand-mère était la personne qui était un peu le visage maternel quand ça s'allait pas avec sa mère. Il avait très envie de la revoir comme il la perd jeune en fait, et du coup, il poursuit ses aventures à travers le futur grâce à Doraemon et ses gadgets venus du futur, et enfin décide de prendre sa vie en main pour ne plus être l'enfant feignant, peureux, pas sportif du tout. Enfin bref, il essaie de reprendre sa vie en main pour devenir quelqu'un de meilleur. Donc toujours la même équipe, le même doublage, l'animation aussi jolie, sympa à regarder. Donc voilà, il est sorti aussi récemment, je crois qu'il est sorti pour le 31 décembre, ça s'est sorti à une semaine près en fait. T'en avais un pour le 24 décembre et l'autre pour le 31 décembre, c'était pour la fin de l'année. J'en ai pas parlé tout de suite parce qu'il y a eu pas mal de choses, il y a eu Cobra Kai, il y a eu Matrix, il y a eu Spidey, il y a eu pas mal de choses, on n'a pas eu le temps de la placer cette émission, donc on la place maintenant. Et du coup voilà, très très bon deuxième film de Doraemon, une très bonne suite. Alors, pas de série cette semaine, comme je t'ai dit, je t'ai proposé mon nouveau concept de l'émission, les meilleures séries au monde, et du coup je vais faire pas mal d'épisodes comme ça, je vais lancer des grandes questions, qu'est-ce que tu préfères, et j'espère que tu vas participer pour mettre le pouce en haut et le pouce en bas, pour me dire si t'es d'accord ou t'es pas d'accord. On va lancer un peu cette première émission interactive sur YouTube, on va voir si ça fonctionne. Tant pis si ça fonctionne pas, on aura essayé quelque chose de nouveau, un peu différent, et du coup là on passe direct au premier film, parce que j'ai vu 3 films exprès pour toi cette semaine, donc c'est pas mal. Du coup j'ai pas mal de films à te parler. Donc du coup le premier il s'appelle Le Protégé, qui est réalisé par Martin Campbell, que tu connais, qui a fait Le Masque de Zorro, La Légende de Zorro. Il a fait aussi Casino Royale, le premier film qu'a lancé Daniel Craig en tant que James Bond. Le scénario c'est Richard Wenk. Les acteurs principaux, c'est là où c'est intéressant, il y a Michael Keaton, l'ancien Batman de DC, Warner Bros. Tu as Samuel L. Jackson qui a joué Nick Fury et Shaft dans le film, et tu as Maggie Q qui a joué avec Tom Cruise dans des Missions Impossibles. Il y a même une série sur elle, et la série elle s'appelait Nikita, si tu connais pas, va la voir, et pas mal du tout. Malheureusement je crois qu'il n'y a qu'une seule saison je crois. Et du coup la société de production c'est Millennium Media et Campbell Production Film tout simplement. Il est disponible sur Amazon Prime Video, donc si tu l'as pas, ça risque d'être compliqué. Alors l'histoire, c'est simple. C'est un film américain réalisé par Martin Campbell et sorti en 2021. Rembrandt et Anna sont deux des plus grands tueurs en activité. Durant des années, ils ne sont disputés les plus gros contrats aux 4 coins de la planète. Maudit, qui avait découvert Anna à Saigon, puis l'avait recueillie et assassinée par des anciens ennemis qui se sont alliés. Anna se rend alors au Vietnam pour trouver ses assassins. Elle va devoir collaborer avec Rembrandt, tout simplement. Donc là, on passe à la... Donc on reconnaît bien le maître Martin Campbell. Bon, Spinozzi, il parle pas plus que ça, mais bon, c'est juste un Samuel Jackson qui est un tueur professionnel, en résumé, qui tombe par hasard sur Maggie Q, enfant, qui décide de la prendre sous son aile, la former, et qui devient un peu sa fille adoptive. Et du coup, elle enchaîne les missions avec Samuel Jackson. Ils ont tué les plus grands terroristes, donc c'est un gros film d'action. Et du coup, Michael Keaton joue le rôle du gros méchant. Et du coup, c'est la cible à abattre, tout simplement. Et malheureusement, au début, elle croyait que c'était une mission facile, Maggie Q, et elle s'avère qu'elle n'est pas facile du tout. Et là, ça va compliquer les choses avec Samuel Jackson et Michael Keaton. C'est un gros combat, un gros fight. Donc le film est sympa, c'est pas un film de ouf, mais ça reste correct pour la plateforme de streaming Amazon Prime Video. En sachant qu'il n'y a pas beaucoup de choix, donc c'est sympa d'avoir un peu de nouveauté sur Amazon, quoi, qui change un peu. Donc on passe au deuxième film qui s'appelle Déni Cosmique. Alors, le titre original c'est Don't Look Up. Le réalisation c'est Adam McKay, le scénario c'est Adam McKay, la musique c'est Nicolas Britell. Les acteurs principaux, il y a un super casting, il est sorti sur Netflix pour le 24 décembre je crois. Il s'appelle Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence, que tu connais, et plein d'autres, Jonah Hill, enfin bref, il y a énormément d'acteurs connus dans le film. Il y a un gros casting de ouf. Donc tout simplement il s'appelle Don't Look Up ou Déni Cosmique. Donc je te parle de l'histoire, le synopsis. Alors c'est simple, c'est une comédie dramatique américaine écrite et réalisée par Adam McKay, sortie en 2021. Sa diffusion mondiale a eu lieu sur la plateforme Netflix. Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence interprètent 2 personnages centraux des films entourés, notamment Meryl Streep, Jonah Hill, Rob Morgan, Cate Blanchett,
Tyler Perry, Mark Rylance, Adriana Grande et Timothée Chalamet, que tu as vu dans Dune récemment. Inspiré par le thème de l'actuelle crise climatique, dont personne ne soucie vraiment, le film évoque la chute d'une grande comète qui va complètement ravager la Terre et découvert par les scientifiques justement, qui est Kate Diabaski et Randall Mindy, et la difficulté qu'ils rencontrent pour prévenir le monde face à la désinformation, au déni et au sarcasme du monde médiatique et politique comme du grand public, ainsi que la cupidité et de l'inaction de la présidente des États-Unis sous la coupe d'un puissant créateur d'une grande entreprise technologique. Le docteur Randall Mindy et sa doctorante Cathy Diabaski sont astronautes. Leurs calculs montrent qu'une comète va détruire la Terre dans 6 mois. Confrontés à peu d'empressement de la présidente des États-Unis pour la dévier de sa trajectoire, ils entreprennent une tournée médiatique afin d'annoncer la fin du monde et de mobiliser le grand public. La comète large de 5 à 10 km est baptisée du nom de sa découvreuse Diabaski. Une fois que les autorités sont convaincues, une mission est envoyée pour dévier sa trajectoire, mais de manière inexplicable, elle fait demi-tour. Il s'agit en fait d'une décision de la présidente des États-Unis, Jenny Orland, car son plus grand donateur, Peter Isherwell, le créateur de l'entreprise technologie Bash, a découvert avec ses équipes que cette comète contenait des milliers et des milliards de dollars de métaux précieux susceptibles, selon ses dires, d'enrichir considérablement la planète et de mettre fin à la pauvreté dans le monde. Bash met alors au point d'une mission pour faire exploser la comète à l'aide de drones de sa conception. Ces précieux débris de dizaines de météorites censés alors retomber sur la Terre en causant des dégâts et des débris de dizaines de météorites, mais sans réalité du danger. La présidente fait campagne sur le thème Don't Look Up, ne regardez pas en l'air, tandis que Randall Diabaski tente de convaincre le monde des risques de cette mission et du danger approchant jusqu'à que la comète apparaisse dans le ciel et vu tout le monde, la mission Bash va-t-elle réussir? Donc je te fais en gros la critique juste après. Donc, en gros, qu'est-ce que je t'ai dit dans ce synopsis? Bah, c'est simple, t'as une grosse comète qui va détruire la planète, un peu comme Amergadon, et c'est genre Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence qui le voient sur leur radar, et en fait, ils font une grosse campagne pour prévenir la présidente, comme quoi, la comète va s'écrouler sur Terre, tout simplement, et du coup, en gros, la présidente a refusé, et le déni cosmique, dont le titre, tu vois, et oui, c'est compliqué, hein, qu'il y a un chien à la maison, du coup, le déni cosmique, et du coup, ils font tout pour que tout le peuple de la Terre sache que malheureusement une comète va détruire la planète, et c'est à cause d'un promoteur de téléphone portable, genre c'est iPhone, tu vois, qui décide de juste balancer des drones sur la comète pour récupérer les matériaux pour faire un nouveau téléphone, et soi-disant que la pauvreté et la richesse restera, ça va disparaître grâce à cette comète, quoi. Voilà. Et donc du coup tout le film en fait il tourne sur une seule chose, c'est en fait ils sont passés sur les plateaux de télé, sur les radios, enfin bref, Leonardo DiCaprio essaye tout ce qui est possible et imaginable pour faire croire à la vérité, et en fait grâce à la campagne de la présidente qui ne croit pas, du coup malheureusement il n'arrive pas à se faire entendre, du coup, et c'est au moment où vraiment la comète arrive sur la Terre qu'il se rend compte qu'en fait c'est trop tard, quoi, en gros. Et ça t'explique vraiment la société médiatique, comment elle est importante dans le monde en général, que ce que tu regardes à la télé peut te forger à ton esprit pour te dire de faire ce tu dois faire vraiment, et du coup malheureusement au final tu te rends compte que le film est hyper long mais hyper intelligent au final, parce que malheureusement tu vois toute la quête de vérité de Leonardo DiCaprio, parce que en fait ce qu'il dit c'est pas de la merde, mais personne ne croit parce qu'ils ne veulent pas tout simplement croire, ça les arrange pas tout simplement. Pour eux voilà, c'est pas le moment, et du coup ils font tout pour dénier le déni cosmique, quoi. Et vraiment intéressant, même la politique, les médiatiques, on voit les dessous, que tu sais, hein, tu te doutes que ça peut exister, mais là, en fait, comment c'est tourné vers le côté dérisoire, le côté comique, que malheureusement, c'est vraiment, en fait, c'est une vérité cachée, en fait, que ce genre de scénario pourrait arriver, quoi, tout simplement. Donc c'est un très bon film avec un beau casting, avec plein de stars, donc voilà, tu peux regarder sur Netflix, qui est disponible depuis le 24 décembre. On passe au dernier film. Donc on passe au dernier film qui est Kingsman, première mission. Tout simplement, c'est le réalisateur des deux premiers volets qui s'appelle Matthew Vaughn. Le scénario, c'est Jane Goldman et Matthew Vaughn et Karl Karduszenski. Les acteurs pour la musique, c'est de Matthew Margenson et Dominic Lewis. Les acteurs principaux sont Ralph Fiennes, Gemma Atherton
Harris Dixon et Jimo Osun. Et vous avez aussi Aaron Taylor Johnson que tu as vu dans Kick-Ass. La société de production, c'est la sienne à monsieur Matthew Vaughn, qui s'appelle Mars Film et Claude J Productions. Donc c'est un film américain et Royaume-Uni, c'est un binôme en fait, ils ont fait. Donc je vais te raconter le synopsis de ce film. Alors, c'est un film américain-britannique réalisé par Matthew Vaughn, sorti en 2021. Il s'agit du 3e film de la série Kingsman, de la préquelle au film Kingsman, c'est-à-dire c'est le numéro 0, pour que ça soit plus clair. Le premier film Kingsman, il s'appelle Service secret, il est sorti en 2015, et Kingsman le cercle d'or en 2017, qui est fait par le même réalisateur. Ils sont tous les deux disponibles sur Disney+, si tu l'as, ou en DVD, ou en Blu-ray dans tous les commerces. Alors, l'histoire est simple, c'est durant la Première Guerre mondiale, plusieurs hommes participent à la création de l'agence d'espionnage britannique Kingsman. Un homme décide de se lancer à la course contre la montre dans le but de contrecarrer les plans des pires tyrans criminels de l'histoire. Du coup, la jeunesse, c'est en 2018, en juin, Matthew Vaughn annonce une préquelle à la saga Kingsman intitulée Kingsman The Great Game. L'intrigue se déroule au début du XXe siècle, reviendra sur la formation de l'agence d'espions et des deux précédents opus. Le réalisateur scénariste précise cependant que ce projet n'annule pas une suite Kingsman au cercle d'or. Désolé. Et le 19 juin 2019, la 20th Century Fox annonce le film The Kingsman. Donc malheureusement, à cause de la pandémie Covid, il devait sortir depuis le 2020. Il a été sans cesse repoussé. Et au final, il est enfin sorti le 29 décembre 2021 dans tous les cinémas. Et au début, on savait pas vraiment s'il allait vraiment sortir. Il devait sortir aussi sur la plateforme Disney+. Et du coup, là, on va passer à la critique. Donc, je suis un fan plutôt de Kingsman, on dira pas un gros fan, mais j'aimais beaucoup le premier film, j'ai trouvé génial ici. Le deuxième un peu moins, j'ai trouvé drôle mais pas aussi bien que le premier. Du coup, c'est ce que j'ai aimé, c'est l'humour un petit peu britannique, un peu décalé, côté agent secret avec avec des gadgets improbables. Ça m'a fait penser un peu à l'ère de Roger Moore pendant les James Bond dans les années 70. Donc Kingsman, c'était vachement bien, c'était intéressant par rapport à ça. Et du coup, Alexa, baisse s'il te plaît. Ça serait bien. La technologie, c'est légal. Hein. Et du coup, malheureusement, Kingsman First Mission, j'avais hâte de le découvrir parce que ça devait raconter les prémices de l'agence Kingsman qui va après se développer et devenir la meilleure agence avec l'autre agence qui s'appelle les Steinman. Je sais pas si tu connais, grâce aux deux, les Cercles d'Or, où il y a Channing Tatum qui joue le rôle de l'agent Whisky ou je sais plus quoi, avec Pedro Pascal qui joue aussi dans la série The Mandalorian, qui joue Mando, donc voilà pour ta petite info si tu voulais savoir, tu savais pas. Et du coup le 2 avec l'agent Steinman et Kingsman, ils forment une alliance. Bon, malheureusement, là, on n'entend pas parler dans la première mission. C'est vraiment l'origine de ce qui s'est passé. Et ce que j'ai regretté, c'est qu'ils ont voulu faire une phase un peu patriotique pendant la guerre mondiale. Bon, c'est sûr que c'est le sujet, c'est intéressant. La création de l'agence Kingsman et tout ça, mais moi j'ai trouvé ça vraiment dommage qu'ils sont un peu trop attardés sur ce côté guerre mondiale, enfin bref, il y avait un côté espionnage comme les premiers films où là c'est intéressant avec des gadgets et tout, bon même si c'est des gadgets un peu pétés parce que c'est le début, donc c'était intéressant, c'était pas mal, en fait tu t'apprenais que je vais vous faire un gros spoil les gars, donc si vous voulez aller voir le film, n'écoutez pas ce que je vais vous dire, mais en fait tu apprends que les premiers Kingsman ce sont les serviteurs des hommes riches enfin, ou des hommes politiques, des hommes de main, enfin en gros c'est les serviteurs, les dames de ménage, enfin les grooms, et en fait c'est tout ça qu'ils ont fait leur réseau Kingsman du coup pour avoir des informations, choper des indices, et c'est comme ça que l'agence a pris forme. Et du coup là ce côté-là était intéressant, c'était bien développé, c'était intelligent, la façon comment c'était fait, mais j'ai pas aimé du tout le côté guerre mondiale. En plus quand tu regardes le film, il y a des scènes, t'as l'impression de voir Wonder Woman, tu dis tiens ça c'est Wonder Woman, ah tiens ça j'ai déjà vu. Voilà quoi, c'est des scènes qui ont été repris dans 1917, le film qui est génial, je sais pas si tu l'as vu. Si tu l'as pas vu, va le voir, c'est un film génial sur la guerre mondiale justement. Il y en a eu plein, hein, et il y a même des scènes à la scène Il faut sauver le soldat Ryan à la Steven Spielberg. Bon les gars, arrêtez quoi. D'accord, tu fais un film sur la guerre mondiale, mais t'es pas obligé de pécho des scènes des autres films quoi. C'est comme moi si je faisais un film sur des astronautes et j'allais chercher des scènes de Star Wars, donc c'est pas Kingsman quoi. Donc j'ai trouvé ça vraiment dommage, je trouvais ça un peu sortir un peu du contexte. C'était intéressant le côté origine de la story des Kingsman, mais j'ai trouvé ça pas assez développé, pas assez drôle, manquait quelque chose. Ralph Fiennes qui joue le rôle principal de Arthur, bon par la suite il va devenir Arthur, du coup tu le connais déjà, il a joué dans James Bond, c'était le boss de James Bond,
Je l'ai trouvé intéressant, c'est le seul qui sauve un peu le film, parce que c'est un bon acteur. J'ai trouvé ça vraiment dommage. Rasputin, dans la bande-annonce, tu vois lui, bah, c'est un gag. Moi, j'avais l'impression que c'était Rasputin le méchant. Bah, finalement, non, c'est pas Rasputin, mais c'est une pirouette cacahuète. Franchement, en fait, ce qui est dommage, que j'ai regretté, c'est que dans tous les meilleurs passages du film de Kingsman, première mission, ils sont dans la bande-annonce. Donc, si t'as vu les bandes-annonces une fois dans ta vie, ou sur YouTube, ou sur Internet, ou même au cinéma, bah, en fait, t'as vu les meilleurs passages du film, quoi. Et j'ai trouvé ça vraiment dommage. Bon, c'est souvent le cas, hein. On sait très bien que les bandes-annonces, malheureusement, elles ont tendance à spoiler de ouf. Mais là, c'est dommage parce que, en fait, le film, tu te rends compte que il y avait rien, en fait, il y avait rien de concret. Tu comprends pourquoi ils ont sans arrêt repoussé, pour au final sortir en décembre 2021. Bah, au final, ça a pas vraiment d'intérêt parce que ça perd un peu sa splendeur. On sait maintenant qu'il y a un Kingsman 3 qui va reprendre direct la suite des Cercles d'Or bientôt. Franchement, j'ai envie de dire à Matthew Vaughn, je suis désolé, hein, mais arrête, arrête mec, ça y est, arrête-toi. Et tu veux te lancer dans les films d'IC, mais non. Déjà ton film Première Mission, il est même pas de la meilleure qualité. Le seul vrai bon film Kingsman, ça restera le premier pour moi, franchement, c'était le meilleur. Le deuxième, bof, et le troisième, il est nul à chier, quoi. Pendant tout le film, mais tu te fais chier, mec. Heureusement que j'avais des Skittles ou des bonbons, parce que sinon, le film, t'as l'impression, il est long, mais long de ouf, tu vois. Et donc je trouve ça vraiment dommage, parce que Kingsman, c'était une très bonne licence, ça aurait pu devenir une grande licence comme James Bond, et j'ai l'impression qu'il se perd au fur et à mesure des épisodes. Enfin, j'espère, on verra que le 3, il va se rattraper. Du coup, voilà, pour mon bilan, donc ce que j'aurais préféré à te dire, c'est... les films intéressants de cette semaine, c'est le déni cosmique, dont Look Up, va voir, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant, il est intelligent comme film. Et après, bah franchement, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Va voir ma nouvelle émission. Je te propose très bientôt une critique de Scream 5, que j'ai vu récemment, donc je vais en faire la critique bientôt, où on va parler des meilleurs films d'horreur ou des slashers. Et le titre, c'est simple, je peux te le spoil d'ici dans cette émission, c'est quel est ton film d'horreur préféré. Voilà, donc pour cette émission, j'espère qu'elle t'a plu, on se retrouve très bientôt. Je vais te faire un spécial Boba Fett dès que j'ai fini la série, je suis qu'au 3e épisode, donc j'ai hâte de le voir. Il y aura d'autres surprises que je vous réserve pour 2022, mais je vais compte vous en parler plus tard. Je ne veux pas tout vous révéler, c'est dans tous les films, c'est la classique, on ne révèle pas tout, on garde toujours des surprises, et du coup je te souhaite une très bonne journée, une bonne année si on n'a encore pas souhaité, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Alors garde le fan spirit en toi et ciao.